Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Paléostyle. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur l'anomalie de la mer Baltique. Dans le premier, nous avons vu l'hypothèse du dropstone. Dans cette seconde partie, nous allons donc faire un debunk d'acide et voir une autre hypothèse. Je tiens à vous prévenir que la vidéo est assez longue, et elle sera la dernière vidéo de cette taille-là dans la rubrique PS. Les prochains debunks seront placés dans une catégorie à part. Et bien nous voici sur le fameux site pour continuer de parler de l'anomalie de la mer Baltique. Et comme vous pouvez le voir, ce site parle aussi d'énormément d'autres choses, comme l'Osnicho de Maurice, l'évangélisme et histoire, les mystérieux manuscrits de je ne sais trop quoi, l'Égypte et ses mystères, et les momies de Nazca du Pérou. Stop Science, c'est pour toi ça, cadeau. Ne me remercie pas. Donc cette page va nous parler des mystères de l'anomalie de la mer Baltique, avec l'évolution au cours du temps. Donc là on commence en mars 2012 et ça va continuer, etc. etc. Et donc on revoit cette fameuse anomalie. Donc comme on peut voir sur cette image sonar, eh ben ça ressemble à rien. Mais vraiment à rien. Donc je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a sur ce site car ce serait vraiment trop long. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de conneries et de trucs qui sont tout simplement une perte de temps à lire. Nous avons tout d'abord ici le rappel historique de ce qu'il s'est passé. Bon, on va pas trop se pencher dessus, sauf sur un point. Celui-là. Voilà, celui-là. L'équipe réussit une récolte de fonds en signant un partenariat avec un producteur de documentaires télévisés pour une audience internationale, avec une production qui démarre dès avril 2012. C'est une pompe à fric, voilà ce que c'est. Il y a pas mal de liens vidéo qui vont apparaître dedans au fur et à mesure, donc là on voit par exemple le bateau utilisé avec les sonars et compagnie qui pour l'instant est dans un canal et qui va se diriger vers la mer. Si vous voulez aller voir ça, allez-y, c'est pas très intéressant. Mais vraiment pas intéressant. Le point suivant est celui-là. Nous avons vu une formation rocheuse étrange qui semblait être coulée dans le ciment, a-t-il dit. Quand ils ont nagé plus loin, ils ont vu plusieurs formations rocheuses. Cela ressemble à un collier de perles, blablabla. Il y a une petite image qui résume ça, donc ça c'est ce qu'ils vont appeler la meringue. Où ils disent que c'est assez étrange d'avoir une limite comme ça à sa base. Alors que non, c'est juste un caillou qui a été posé là, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Voilà le fameux schéma. Donc la fameuse meringue, que l'on voit ici, le cercle de pierre qui est ici. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'anormal, franchement. Nous avons d'abord pensé que c'était seulement de la pierre, mais c'est une autre chose, et puisque aucune activité volcanique n'était signalée dans la mer Baltique, cela devient encore plus étrange. Alors là, Coco, va peut-être falloir que tu te remettes à réétudier l'histoire de la mer Baltique, car il y a eu plusieurs activités volcaniques au cours des derniers millénaires, voire même au cours des derniers siècles. C'est pas trop dur à trouver, et d'ailleurs, l'article... Ce site magnifique nous reparlera plus tard des éruptions volcaniques qu'il y a lieu dans la mer Baltique. Je ne jette pas totalement la pierre à ce site car certes, il nous montre toute la partie conspi possible, mais aussi il nous montre certains arguments scientifiques. Il rapporte les paroles de certains scientifiques qui se sont penchés sur le sujet. Ce qui est vraiment cool. Bref, continuons un peu. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de continuer énormément plus loin, hein. Voilà. Ah, cette image. Ça, c'est ce qu'ils ont appelé les fameuses cheminées qu'ils voient dans la mer Baltique. Alors déjà, les cocos, ça, c'est des stromatolites. Et surtout, ces stromatolites-là, elles proviennent d'Australie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de bactéries, qu'on appelle des cyanobactéries, qui vont précipiter du calcaire autour d'elles par leur mode de respiration. Et vu qu'elles vivent en colonie, ça va faire ces sortes de champignons, on va dire. Ou ces cheminées, si vous voulez. On revoit la fameuse meringue, qui a tout l'air d'être un dropstone, franchement. Quand on la regarde de plus près, ça a tout l'air. On voit que ça a été limé sur les côtés par un processus d'érosion, et ça dépeint par rapport au sédiment qui est à côté, qui lui est encore meuble. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et des dropstones par rapport au dernier maximum glaciaire, en mer Baltique, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Donc voilà, quand je vous disais que le site qu'il donnait la parole à certains géologues, en voici un bout. Martin Jacobson, un professeur de géologie marine et géophysique à l'université de Stockholm, il croit que des constructions de l'homme ne peuvent pas être exclues, plus probablement cependant qu'il s'agisse d'une formation géologique. Il est difficile de dire que le savant est sérieux quand il n'a que des fragments.
Vous devez voir où il se trouve, toutes les données de base, un bon regard sur lui, il existe de nombreuses formations géologiques qui s'annoncent passionnantes quand il se trouve dans le fond marin, il est possible que cela en soit une. Bah ouais les cocos, c'est bien beau de vouloir se pencher sur des anomalies, mais il faut comprendre tout le contexte qu'il y a autour. Où est-ce que ça se trouve, comment ça a pu se déposer, bref, c'est pas mal de questions et c'est ce qui est important de regarder. Ce qui n'a pas été fait par rapport à l'équipe de ShareNX, ils n'ont pas compris, ils ne se sont pas penchés non plus sur l'histoire géologique de la zone. Ce qui est fort dommageable, bien sûr. Là, on est en plein dedans. Quand ils nous parlent de la meringue, ils disent que l'intérieur est noir, comme une roche volcanique qui a l'air pétrifiée à l'intérieur. Et ils nous disent derrière qu'il n'y avait pas d'activité volcanique. Alors qu'il y en a eu au cours des temps géologiques dans la zone, et ce encore très récemment. Et il y a des chances donc que ce soit aussi une bombe volcanique, tout simplement. L'érosion des fonds marins pouvant aussi expliquer les sortes de stries qu'on peut observer sur les côtés de la meringue, ici. Et oui, la meringue est à l'arrière de leur soi-disant ovni, hein, car pour eux c'en est un, très clairement, alors que non. Ils ont utilisé de l'imagerie 3D par exemple un peu plus loin. Et bon, avant de parler de l'imagerie 3D, on voit ici que ils nous comparent à de certaines civilisations par rapport à ça, donc ce qui est une autre hypothèse possible, oui, à ce moment-là, c'est que les fonds de l'eau étaient plus bas, donc ils pouvaient construire des cités, mais bon, il y a 15 000 ans, ça paraît un peu gros quand même. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que le site de Göbekli Tepe, d'il y a moins 15 000 ans selon ce site, s'appelle en réalité Göbekli Tepe, est situé en Turquie et est plutôt daté d'il y a moins 9000 à moins 6000 ans. Donc même à ce niveau-là, le site arrive à se planter. Champion. Et donc oui, il n'y a pas besoin d'être ingénieur en géographie pour voir que la Turquie et la mer Baltique sont assez éloignées, hein. Donc ça ne peut pas être la même civilisation qui a pu pondre ça. On peut reprendre la vidéo maintenant. Et quand on casse ce caillou, bah on voit bien que c'est un caillou. Ce n'est pas du quoi que ce soit d'autre, comme ils essayent de le dire aussi dans ce site. Et là, on plonge totalement dans le domaine pseudo-scientifique. Notamment avec ce paragraphe-là. Il y a bien sûr d'autres médiums qui ont annoncé diverses choses, mais un avis de ce côté spirituel plus engagé me semble intéressant dans la mesure où Michael Genovese a déjà effectivement participé avec ses dons à des recherches en collaboration avec les polices et blablabla. Qu'est-ce qu'un médium va foutre pour garder une putain de formation rocheuse? Merde. Et bon, là on est toujours en pleine pareidolie et vision d'artiste de la chose. Ah, et voici une autre pareidolie aussi de la formation. Ce serait un putain de crabe spatial. La formation semble se rapprocher de plus en plus d'un décapode. De l'espace du coup. Mais bon, comme d'hab, hein, le sonar, les images utilisées ne sont pas de bonne qualité, donc on peut en tirer tout ce qu'on veut. Ça ressemble à rien. Quand on va un peu plus loin sur le site, et ben on est en plein ici dans Alien Theory. Avec soi-disant le fait qu'il s'agisse bien d'un vaisseau spatial, alors que on va voir que non. Là il compare aussi par rapport à un dolmen. Mais bon, ça n'apporte rien de plus. Nous avons ici une sorte d'explication, on va dire, de ce qui aurait pu se passer. Donc sur cette explication qui est sur le site, donc on peut voir qu'il propose une approche assez rationnelle. Donc il s'agit tout simplement d'un objet qui, comme ils le disent, qui peut être propulsé par du volcan, qui va se déposer, se faire enfouir, et par les processus d'érosion glaciaire, ça va mettre ça en surface, alors que ça va donner cette impression de relief, alors que c'est juste un objet qui a été fossilisé, et qui va se retrouver en surface. Bref. Là on a d'autres images qui sont utilisées, mais toujours aussi dégueulasses les mecs quand même. On a des sonars de bien meilleure qualité maintenant. Mais juste avant de voir les modèles 3D, franchement, c'est classe comme gâteau. Bon, ok, je ferme ma gueule, je continue plus loin. Et voici l'image que je voulais. Cette putain d'image nous montre tout simplement qu'il s'agit juste de la formation là. Ça c'est l'OVNI qui voit. Et on voit bien que ça a la même gueule que ce qu'il y a juste à côté. Ça semble donc bien montrer que ça, c'est ça en fait. C'est juste qu'il y a un sédiment fin qui s'est posé par-dessus. Mais ça, c'est juste ça. Ça semble bien nous montrer que ceci n'est qu'une seule unique chose. Et que cet objet est une vision de l'esprit. Il n'y a pas besoin de chercher du côté de l'espace. Après, il nous parle aussi d'un sous-marin qui avait été aussi trouvé à l'époque, pas trop loin de là. Comme quoi, cet objet aussi étrange pouvait être aussi un vestige humain, notamment via sous-marin et divers autres vaisseaux utilisés. Mais bon, là on est bien plus parti pour être sur une formation rocheuse. Rien de plus. Autre exemple de pareidolie, hein. On a des cailloux, qu'est-ce qu'on voit? Un crâne alien.
D'ailleurs, le site se fout lui-même de la gueule de ça, ce qui est tout à son honneur car dans ses vestiges on a trouvé ça et lui il le compare à un casque prussien pour dire qu'on peut voir bien ce qu'on veut à travers des images floues et dégueulasses. C'est tout à son honneur. Et sur les autres images 3D du fond marin, on voit bien que le machin, ça correspond bien aussi à ce qui est en dessous. Donc ça semble bien être une seule et même entité. C'est juste que c'est du caillou qui apparaît joli quoi. D'ailleurs, si vous voulez à un moment qu'on parle des techniques d'imagerie 3D que l'on utilise pour voir le fond marin et comprendre l'histoire géologique, faites-moi signe, je suis chaud pour en parler. Car on voit des trucs vachement cool, notamment au niveau des atolls. Et on voit que finalement Darwin, au 19e siècle, avait quand même bien raison sur sa vision des atolls. Alors que le mec avait juste un bateau et son cerveau. Mais passons, là n'est pas la question. Un autre exemple de la vision de l'esprit, on voit bien ce qu'on veut à travers les cailloux. Et quand on refait des imageries par 3D, eh bien on voit une chose. C'est que l'anomalie est là-bas, et là il y a une putain de traînée. Est-ce donc un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé? Ou juste un courant marin qui est venu scier? Ou un glacier? Bref, les deux dernières explications que je viens de donner semblent bien plus plausibles, et ça a l'air d'être vraiment le cas. On sait qu'à l'époque, il y a 15 000 ans, les glaciers étaient bien plus hauts et ça creusait rapidement. Et alors, vous avez qu'à voir certains fonds marins, on voit clairement des canyons incisés par les courants d'eau sous-marins. Donc bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça peut paraître impressionnant comme ça, mais on en retrouve plein. J'essaierai de mettre une ou deux images au montage si j'arrive à en trouver des belles. Un peu plus loin sur le site, ça nous parle de cités englouties, comme l'Atlantide et compagnie, et on va pas se pencher là-dessus. C'est trop long, trop chiant, et je vous renvoie surtout à l'épisode miroir que j'ai fait sur Didi Chandouille où je parle rapidement de l'Atlantide, car on n'en a pas. On a des cités englouties, ouais, dont on a les noms, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Et ça essaye de nous dire qu'il y a des cités englouties, donc cela peut être potentiellement une pour expliquer cette anomalie. Tout en réussissant à nous caser des morceaux bibliques, et aussi des alignements planétaires. On a affaire à pas mal de merde compilée, quand même. Et ce dont je parlais, ce dont j'avais promis aussi, il y a aussi une autre explication pour parler de l'OVNI de la mer Baltique. Cette explication, c'est Kigman qui nous l'apporte. C'est donc un géologue marin qui va nous la donner. Pour avoir une chance de comprendre l'anomalie de la mer Baltique, vous devez d'abord comprendre son contexte sur place et dans le temps. Merci, monsieur! Et il nous parle du coup de la reconstruction de l'histoire géologique du bassin. Voici ce qu'il nous dit. Nous allons reconstruire l'histoire géologique récente de l'emplacement de l'anomalie. Durant le début du Pléistocène moyen, le site était bien au-dessus du niveau de la mer, d'environ 20 à 40 mètres. N'oubliez pas que le niveau de la mer a chuté environ 120 mètres sous le niveau actuel durant le dernier maximum glaciaire. À cette époque, le site était couvert par l'Islandie scandinave, qui a atteint aussi loin au sud que Varsovie et a presque atteint Hambourg. Le Danemark était entièrement recouvert de glace. Vers moins 15 000, il y a une nappe glaciaire qui était en situation de pleine retraite et vous êtes maintenant dans un environnement côtier périglaciaire. Cet endroit vraiment intéressant et le temps devrait être certainement un instant privilégié pour les humains et les hominidés. La plupart des bassins de la mer Baltique étaient devenus des grands lacs d'eau douce, appelés Ancylus. Était devenu un grand lac d'eau douce, pardon. L'Islandie était en retrait, les terres environnantes ont aussi changé entièrement en raison de hausse globale, L'Islandie s'était en retrait, les terres environnantes auraient changé entièrement en raison de la hausse globale du niveau de la mer, mais aussi localement en raison de la glacio-isostasie. En gros, c'est simple, l'isostasie, c'est lié au poids et au volume. Donc forcément, si vous avez une croûte continentale et vous mettez un gros poids de glace dessus, elle va s'enfoncer. Si vous enlevez la glace, on a un rééquilibrage isostasique, donc en gros, on enlève la glace, donc le morceau de croûte continentale qui est enfoncé remonte. C'est ce qu'on observe d'ailleurs encore actuellement en Scandinavie. On a les poteaux d'amarrage qui se retrouvent 20 mètres au-dessus du niveau de la mer maintenant, c'est assez marrant. Bref, la Terre a été littéralement en élévation et en chute en raison de la modification des forces de pression de la glace et du relâchement sur la croûte. Cette déformation laisse sa marque sous forme de failles de courte longueur relativement peu profondes et des fractures dans la roche, ainsi qu'un changement des taux de sédimentation et des surfaces partout dans le bassin de la mer Baltique. La complexité du secteur combinée avec les seuils dynamiques entre la mer du Nord et les bassins de la mer Baltique ouverte aurait causé des variations dramatiques dans la salinité et le volume des échanges d'eau entre la mer et le bassin, sur le site de l'anomalie. Pour mettre cela en perspective, la zone située au nord de la Finlande méridionale Stockholm n'a jamais été sous l'eau, alors que juste au sud, il y a eu de très complexes fluctuations historiques glaciaires interglaciaires, avec beaucoup de variations dans les taux et sortes de sédimentation.
Bref, il y a tout un pavé comme ça. En conclusion, je maintiens que l'anomalie est un paléosol submergé. Elle n'est pas terriblement rare puisque d'autres sites baltes connus existent et sont actuellement à l'étude. Cependant, elle est certainement un site intéressant et devrait être étudié davantage, tant pour son histoire géologique, mais aussi pour sa construction et à l'entropie puisque l'anomalie a été brièvement exposée à l'air libre. C'est un endroit incroyable, intéressant et important, et de l'époque de l'homme préhistorique, et devrait être étudié dans ce sens avec l'anomalie maintenue dans son contexte sans parti pris. Voilà, putain, ce n'est pas un véhicule extraterrestre, c'est juste un putain de paléosol, ou un dropstone, ou encore une autre formation géologique. C'est de la caillasse, point. Donc comme vous pouvez le voir, le contexte est quand même assez compliqué dans la zone. Et c'est cool en même temps. D'ailleurs, plus haut sur le site, ils nous disent qu'ils ont eu des emmerdes au début par rapport à la police et à l'armée parce qu'ils faisaient du sonar dans la mer Baltique. Et on avait un beau syndrome de Galilée en mode si on veut nous empêcher de fouiller, c'est que c'est parce qu'il y a quelque chose. Les mecs, la mer Baltique, c'est un putain de gisement pétrolier et gazier. Forcément, si vous allez faire du sonar en plein milieu, les pétroliers vont pas aimer. Ils ont acheté les blocs, ça leur coûte la peau du cul et une bonne partie de ces blocs aussi sont exploités en collaboration avec les pays de la Scandinavie. Donc forcément, si vous tapez du sonar dedans, les mecs ils sont pas contents. Mais bref, c'était juste un petit moment de logique. Voilà qui fait rapidement le tour sur ce site qui est magnifique. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'explications différentes pour un même phénomène, sans pour autant verser dans le surnaturel et l'extraterrestre. On va s'arrêter là pour cette visite du site parce que bon... J'en ai un peu marre. On va se retrouver bientôt sur la chaîne, ne vous en faites pas. C'était Paléo Style, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao!